باشا برحبتك مرابي إذا تلفون أخو نجرح كدرنا. Deux ans déjà d'un soi-disant califat. Dans la vallée de Sinjar, la vie s'est arrêtée net le 2 août 2014, lorsque les hommes de Daesh sont arrivés. Sur le bord de la route, les vêtements de ceux qui n'ont pas pu échapper à leurs bourreaux. D'autres ont réussi à s'enfuir à temps par les montagnes. Les Yézidis, minorité religieuse d'Irak, n'ont pas eu d'autre choix, se sauver ou mourir sur place. Comme à chaque fois, en entrant dans la ville, le groupe État islamique a exécuté, enlevé. حالي من جي حرك خلق جيشن قالي أو ماينا من جي ماينا حرك خلق شيء ودوي آسي دنا مين نقول بسوت خلقك البدل. Dans un silence assourdissant, la communauté internationale a regardé de loin la scène, avant d'intervenir, mais trop tard. 1500 Yézidis ont été abattus par Daesh et 4000 ont été enlevés. En commençant cette enquête, je voulais répondre à une question, une seule. 2 ans après la création d'une force internationale contre Daesh, comment 30 000 djihadistes peuvent-ils encore résister aux 15 armées les plus puissantes du monde? Ils frappent des populations civiles. Ils frappent des minorités. Ils tuent. I can announce that America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. Malgré les frappes aériennes de la coalition, Daesh, 2 ans après, est toujours présent en Irak comme en Syrie. Face à Daesh, la stratégie de la coalition et de ses chefs d'État est-elle la bonne? Le bourbier irako-syrien est chaque jour un peu plus profond. Soutenu par les Russes, Bachar el-Assad, lui, continue de massacrer son propre peuple. Déjà 300 000 morts. Il n'y a pas de nom, que des numéros. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? 5 ans après le début du soulèvement en Syrie, le chaos s'est répandu comme une traînée de poudre sur toute la région. À la tête de la coalition internationale, les États-Unis peinent à définir une stratégie. Vous ne pensez pas que la plupart des Syriens veulent 2 choses? Ils veulent se battre contre Daesh et ils veulent faire tomber Assad, le gars qui a massacré 250 000 civils? C'est pas vraiment un mystère, non? Non, ce n'est pas. Non, ce n'est pas un mystère. Ça montre ce qu'il se passe quand les États-Unis ne parviennent pas à diriger une coalition. Il n'y a pas de stratégie. Vous connaissez le dicton? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. La guerre contre Daesh, c'est un peu ça. C'est même beaucoup ça.
Vous avez dit également aux Américains ou aux Français qui vous soutiennent, vous allez voir, on a de bons partenaires sur le terrain, ils sont très courageux, ils s'appellent Al-Qaïda, donnez-nous les armes et on va travailler avec eux. Oui, bien sûr, ils sont au courant. Côté pile, la coalition contre Daesh est unie. Mais côté face, chacun joue sa carte. J'ai essayé de comprendre les agendas des uns et des autres. Est-ce qu'il y a encore une vraie coalition sérieuse et digne de ce nom? Bien sûr que non. Il n'y a jamais eu cette coalition. Cette coalition était dans la presse seulement et dans les dépêches de presse de la Maison-Blanche. Nous sommes le 1er décembre 2015 dans la vallée de Sinjar, au nord de l'Irak, non loin de la frontière syrienne. Daesh vient d'être repoussé de quelques kilomètres par les forces kurdes appuyées par les avions de la coalition internationale. Hassan Ashwar était avant l'arrivée de Daesh pharmacien. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Lui aussi est yézidi. Sa maison, sa pharmacie ont été entièrement détruites par la guerre. Tout au long de cette enquête, Hassan sera notre fixeur, celui qui va nous guider le long de la ligne de front. Ce matin, nous avons rendez-vous au milieu de nulle part. Les 2 pick-up devant nous nous ont demandé de les suivre. À bord des Peshmerga, des forces kurdes irakiennes. Il vient de tomber sur un charnier, c'est le 4e découvert en 2 jours. Ici ont été exécutés par Daesh, il y a 1 an et demi, une vingtaine de villageois. Autour de nous, des hommes sont venus tenter d'identifier ce qui, hier encore, étaient leurs voisins. La scène du massacre ressemble à toutes celles commises par Daesh. Les victimes sont en majorité des hommes. Ils ont tous été abattus d'une balle dans la tête. Les yeux bandés, les mains attachées. Ah, c'est terrible. Ah, this is, yeah. I mean, fine. Dans ce qui reste des vêtements, les Peshmerga fouillent tout ce qu'ils peuvent pour identifier les victimes. Les victimes de ce massacre vivaient à Kocho, un village non loin de Sinjar. Ces hommes assassinés étaient pour la plupart des pères de famille. Nawaf Abbas Khalaf Aliko. Born in 1952. Okay. His wife, Khono Abdallah Saleh. Quelqu'un connaît cette personne ici? You know this person? C'est votre frère? It's your brother. En face de moi, cet homme aux cheveux blancs vient de comprendre que son frère est à ses pieds. Il le pensait en captivité, aux mains de l'État islamique, et vivant. Abdallah. C'était votre jeune frère ou plus vieux frère? Quel était son métier? Vous saviez qu'il avait été tué ou qu'il avait été enlevé? You were aware that he has been killed, or you just, you knew that he just disappeared? Oh, okay. Désolé. Sorry. 4 autres fosses comme celle-là ont été retrouvées dans la vallée de Sinjar depuis la libération de la ville. Les rescapés de ce massacre ont souvent rapporté que Daesh les forçait à se convertir à l'islam, sans quoi ils étaient tués.
Khalil connaissait bien tous ceux qui ont été abattus dans ce champ. Il faisait partie de ce groupe d'hommes rassemblés par Daesh avant de pouvoir en échapper. Donc vous connaissez personnellement ces gens qui ont été tués ici? Comment avez-vous fait pour vous enfuir? Et est-ce que vous savez où est votre femme? Au milieu des débris, l'organisation terroriste a laissé dans la ville de Sinjar les preuves de ses crimes contre la minorité yézidi. Sur les portes, une inscription désigne chacune de leurs maisons. Une fois taguées, elles ont été systématiquement incendiées. Cette maison est très dangereuse. En général, ce type de maison est piégé de bombes artisanales. Avant-hier, une maison comme ça a explosé. Avant-hier, une maison comme ça a explosé avec des peshmerga à l'intérieur. Et des peshmerga ont été tués par l'explosion? Oui, ils sont rentrés et ils sont tombés sur une mine. C'était une maison yézidi? Oui. Avant d'être enlevés, les habitants de Sinjar ont été regroupés par Daesh dans un bâtiment de la vallée. Les images sont filmées par le groupe État islamique lui-même. Les épouses, les filles s'accrochent au bras de leur mari ou de leur père, avant d'être brutalement séparées. Pour Daesh, à Sinjar comme ailleurs, les femmes capturées sont des butins de guerre. Une fois enlevées, la plupart ont été transportées à Raqqa, la capitale du prétendu État islamique, et sont devenues les esclaves sexuels des combattants de Daesh. D'autres femmes ont dû rester sur place, vivre avec les membres de l'État islamique et servir de bouclier humain. À Sinjar, Daesh avait trouvé refuge dans cette usine, une cimenterie, l'une des plus grandes d'Irak. They got killed here, yeah. They found here, yeah. You found this picture here? Yeah. حتى تقرم تراغو وان شكل الفان بناية دهنا ملابس دوان هننا. Dans chaque coin de cette usine abîmée par une année de siège, les restes d'un quotidien infernal. Deux semaines plus tôt, les bourreaux et leurs victimes, parfois très jeunes, étaient encore là. C'est pour un enfant, ça. On a trouvé ça là, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? عائلة بخورات برنا جهاز برياتا يارلينا دقائق. أصبحت تبع. أصبحت كم هابونج تأكيد هابونج المواقع وان قلق أجد هابون. بسم الله الرحمن الرحيم.
هيئة الرئاسة الموقرة. سيد الرئيس، نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله. الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي. انقذونا انقذونا. 48 ساعة. Alors que des milliers de yézidis sont massacrés en silence dans la vallée de Sinjar, une députée irakienne laisse exploser sa colère en pleine assemblée parlementaire et en appelle à une réaction forte de son pays. يبات كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس، أريد. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. En plein été 2014, le monde entier prend conscience du monstre qui vient d'apparaître. Un groupe terroriste se faisant appeler l'État islamique et qui ferait passer Al-Qaïda pour de sympathiques rebelles. Le 29 juin 2014, l'État islamique annonce la création de son propre califat, un État à cheval sur la Syrie et sur l'Irak. En quelques semaines, Daesh prend le contrôle de Raqqa, puis de Mossoul et de ses 2 millions d'habitants. À l'automne 2014, Daesh contrôle 30% du territoire syrien et irakien et compterait pas moins de 30 000 combattants, tous prêts à se sacrifier au nom d'un seul homme, Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. Your military air force is attacking us daily in Iraq. Your strikes have caused casualties amongst Muslims. Any aggression towards the Islamic State is an aggression towards Muslims from all walks of life who have accepted the Islamic Caliphate as their leadership. So any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people. Le 19 juin 2014, 2 semaines à peine après le massacre de Sinjar, les Américains découvrent avec effroi le visage de l'un des leurs, le journaliste James Foley, enlevé 1 an plus tôt par l'État islamique. Debout à côté de lui, celui qui va les... un ressortissant anglais surnommé Jihadi John. Du reporter américain marque un tournant. Le 10 septembre 2014, Barack Obama prend le contrôle d'une coalition internationale et déclare la guerre aux groupes terroristes. Dirigé par les États-Unis, on y retrouve également la France, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Pour détruire Daesh, ce sont pas moins de 15 armées qui décident de s'unir. My fellow Americans, tonight I want to speak to you about what the United States will do with our friends and allies to degrade and ultimately destroy the terrorist group known as ISIL. At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa, is ISIL, which calls itself the Islamic State. I can announce that America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. If you threaten America, you will find no safe haven. La stratégie choisie par la coalition est la suivante. Pilonner Daesh là où il se trouve, en Irak comme en Syrie, en coordination avec les forces locales au sol, essentiellement les combattants kurdes. En 2 années de raid, la coalition internationale annonce avoir frappé pas moins de 13 000 fois en Syrie et en Irak. Au cours de ces frappes, 7 824 combattants de Daesh auraient été tués, 6 545 bâtiments les abritant détruits. Visée par les avions de la coalition, 80% de la ville de Sinjar est ainsi partie en poussière.
les hommes de Daesh ont reculé de quelques kilomètres, laissant derrière eux une ville fantôme et des cadavres ici et là. Ça, c'est le corps d'un gars de Daesh. Où ça? Ah, ici. Il a été brûlé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été abattu. Là, c'est un autre corps d'un membre de Daesh. C'est sa jambe. C'est sa chaussure. Tout n'est que mort ici. Ça, c'est la place du marché. C'était le marché ici? Oui, oui, c'était le marché. On est en plein milieu du marché de Sinjar. Il y a eu une très grosse explosion ici. Pour échapper aux frappes de la coalition, les djihadistes de Daesh ont dû faire preuve d'imagination. Ils ont creusé dans chacune des villes qu'ils occupent des souterrains. Alors que des tirs résonnent au loin, un capitaine des Peshmerga nous conduit dans les tunnels creusés par les membres de l'État islamique. Si j'ai vu la ville, oui, j'ai vu. Il n'y a plus de ville. C'est fini. You want the light. Dans ces tunnels prêts à s'effondrer à chaque instant, on trouve tout ce qui a fait le quotidien du groupe terroriste. C'est depuis ces souterrains que Daesh organisait son occupation. Dans une obscurité quasi totale, les djihadistes ont entreposé quelques matelas ici et là pour dormir entre deux bombardements. Another sleeping in the here. Power. Yeah. À même le sol, nous trouvons quelques boîtes de médicaments et un grand nombre d'ouvrages, toujours les mêmes, expliquant la doctrine salafiste. القاعدة النورانية الرقية الشرعية أدعية والأذكار من القرآن أدعية من الأذكار من السنة والنبوة أبجل كيوان داعش أفغاني like the أفغاني. À l'intérieur du tunnel, nous trouvons également de nombreuses caisses de munitions vides. Beaucoup viennent des stocks de l'armée irakienne pillés par Daesh lors de la prise de Mossoul, à 150 km de là. Bagdad. La guerre contre Daesh est une guerre d'usure. Sur la ligne de front de Sinjar en Irak, les mortiers tombent de façon aléatoire et irrégulière. Pendant des heures, aucun mouvement. Les lignes sont figées. Regarde Laurent en face. Quoi? Ah ouais, c'est eux qui viennent de faire ça. Et puis une bombe larguée par un avion de la coalition internationale tombe devant nous sur les lignes ennemies. Larguée à plus de 6000 mètres d'altitude, impossible de voir l'avion d'où provient la bombe. Ça vient juste de tomber. Et puis à nouveau c'est l'attente. Daesh répliquera quelques dizaines de minutes plus tard, alors que le capitaine des Peshmerga se réchauffe au coin du feu. Un mortier vient de tomber à 400 mètres de nous. Puis un second. Après quelques secondes de panique, les Peshmerga hésitent. Personne ne sait vraiment qui a tiré ce mortier.
Face à Daesh, les forces kurdes ont permis à la coalition internationale d'endiguer la progression du groupe État islamique. Même si les frappes aériennes de la coalition ont fait reculer Daesh, comme ici à Sinjar, le président Obama le sait, pour éliminer Baghdadi et ses hommes, larguer des bombes ne suffira pas. L'organisation terroriste tient toujours en otage plus de 3 millions de Syriens et d'Irakiens et continue de multiplier les attaques à travers toute la Syrie, l'Irak et même la Libye voisine. Dès 2014, pour combattre Daesh, les États-Unis décident de soutenir certains groupes rebelles syriens. Mais les intérêts américains ne collent pas avec l'agenda des rebelles. Le plan du Pentagone est loin d'avoir fonctionné comme prévu. 5 ans après le début de la révolution en Syrie, il n'y aurait pas moins de 2000 organisations armées sur le terrain. Qui soutenir? Un vrai casse-tête pour les Américains. À qui faire confiance? Beaucoup de ces groupes sont salafistes et veulent l'instauration d'une charia. D'autres ont des liens avec Al-Qaïda. Certains sont laïcs, mais pas vraiment efficaces. D'autres encore sont kurdes et veulent la création d'un Kurdistan. Choisir les bons rebelles en Syrie, c'est un peu comme mener une audition en aveugle dans The Voice. C'est très risqué. Comment choisir alors? Pour les États-Unis et pour la France, un seul critère va compter par-dessus tout. Être modéré. Nous poursuivons l'action de soutien à l'opposition modérée. We were engaged with moderate opposition. Et nous soutenons encore l'opposition modérée en Syrie. Train and equip the moderate opposition in Syria. Modéré. La condition sine qua non pour tout rebelle voulant obtenir des armes américaines. Pour combattre Daesh, les États-Unis comme la France misent sur les rebelles modérés de l'ASL, l'armée syrienne libre, des déserteurs de l'armée régulière du régime. L'un de leurs chefs, basé à Alep, s'appelle le commandant Oqaidi. Pour les États-Unis, Oqaidi est un modèle de modération. Le voici dans les rues de Homs, filmé avec ses troupes. L'homme apparaît aussi souvent dans les médias américains. Colonel Oqaidi, thank you for joining me. Comme ici en interview sur CNN, au nom des rebelles modérés. Le long de la frontière, on peut constater que les rebelles ont enchaîné de nombreuses victoires. En 2013, l'ambassadeur américain en Syrie décide même de s'afficher personnellement aux côtés du commandant Oqaidi devant les caméras pour lui témoigner tout le soutien des États-Unis. Oqaidi est officiellement un modéré. Pourtant, en menant cette enquête, je suis tombé sur une vidéo le montrant aux côtés de Daesh, 3 mois seulement après la poignée de main avec l'ambassadeur américain. Ce 3 août 2013, le commandant Oqaidi et ses hommes se sont associés au groupe État islamique pour attaquer une base militaire du régime de Bachar, la base de Méneg, une bataille sanglante de plusieurs jours. À l'époque, Daesh n'a pas encore créé son califat et n'a pas encore inondé Internet de ses films d'horreur. Mais ce jour-là, ce chef local de Daesh, Abu Jandal, est un homme heureux et quelque peu survolté. La vidéo de Daesh dure plus de 6 minutes.
Évidemment, cette coopération entre modérés et Daesh est un fait rare. Le reste du temps, ces deux groupes s'affrontent violemment. Mais ce film en dit long sur le bourbier syrien et la haine anti-Bachar capable de rassembler deux forces ennemies. J'ai retrouvé deux des trois acteurs principaux de cette alliance embarrassante. Vous l'aurez deviné, j'ai préféré éviter de rencontrer Abu Jandal. J'ai pu en revanche interroger Robert Ford et le commandant Ocaidi. L'ex-ambassadeur américain enseigne aujourd'hui sur le campus de Yale, au nord de New York. Le diplomate, réputé pour son excellente connaissance du terrain, a passé plus de 10 ans dans la région. Il connaît très bien le commandant Ocaidi que l'on voit aux côtés de Daesh sur la vidéo. Je lui propose de regarder cette vidéo avec moi. J'imagine que vous ne pensez pas qu'un jour ce commandant allait combattre aux côtés de Daesh. On n'a jamais voulu qu'ils se battent aux côtés de Daesh ou aux côtés d'Al-Nusra. Mais cette vidéo est un très bon exemple de l'échec américain. Je connais très bien Ocaidi. Je l'ai rencontré plein de fois. Ce n'est pas un islamiste. Ce n'est pas un extrémiste. En fait, il est même assez modéré. Donc, selon vous, pourquoi le retrouve-t-on aux côtés de Daesh? Est-ce que c'est parce qu'il les aime? Parce qu'ils partagent leur idéologie? Vous pensez qu'il souhaite l'établissement d'un califat? Ou bien c'est parce qu'il est dans une situation militaire si difficile face au régime de Bachar el-Assad, qui a tué brutalement des centaines de milliers de personnes, qui utilise des armes chimiques, qui en plus a le soutien de l'Iran et de la Russie. Et donc en fait cet homme est dans une stratégie tactique pour laquelle il est prêt à coopérer avec d'autres groupes qui ont le même ennemi que lui. C'est la différence entre une adhésion idéologique et une coordination tactique. Après avoir vu cette vidéo, je me suis plaint à lui. Je l'ai appelé. Vous l'avez eu au téléphone? Oui, je l'ai appelé depuis mon bureau de Washington. Je lui ai dit, tu sais, c'est terrible cette vidéo, de te voir travailler avec Daesh, et pire, de te voir le remercier devant une caméra. C'est une insulte pour les États-Unis. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, si vous m'aviez aidé et pas seulement donné de la nourriture, alors je n'aurais pas eu à collaborer avec Daesh. Il m'a dit, mais vous vous attendiez à quoi? Vous pensiez que j'allais me rendre à Bachar el-Assad? Pour le commandant Ocaidi, l'ennemi numéro 1, c'est Bachar. En guerre à la fois contre le régime et contre Daesh, le chef de l'armée syrienne libre à Alep a dû faire un choix ce mois d'août 2013. Ocaidi vit toujours à Alep. Ne pouvant y aller, nous lui avons proposé de venir jusqu'à nous, dans ce studio parisien. Sur le mur, nous lui montrons la vidéo où on le voit aux côtés de son partenaire d'un jour, Abu Jandal, de Daesh. Le commandant paraît d'abord un peu gêné, puis assume parfaitement cette coopération tactique avec l'État islamique. Cette alliance n'est pas bonne, mais elle est bien réelle. Les crimes odieux perpétrés par Bachar el-Assad et la négligence de la communauté internationale à notre égard sont les deux raisons qui nous ont poussés à pactiser avec le diable. Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir trahi d'une certaine façon, puisque lui avait en tout cas incité son gouvernement à vous aider? Et finalement, on vous retrouve aux côtés de Daesh, ensemble dans le même combat. Robert Ford et les Américains sont mes amis. Mais cette alliance a été imposée par la réalité. Si on vous écoute, on a l'impression que nous sommes des soldats au service des Américains. Mais nous ne recevons aucun ordre d'eux. Les Américains, les Français, les Qataris, les Syriens sont alliés. Mais nous, on ne se bat pas pour eux. Nous nous battons pour notre liberté. Je prends seul toutes mes décisions.
Ce pacte qui fait froid dans le dos, c'est selon lui la faute à la communauté internationale qui a abandonné les Syriens. Pour nous, le commandant Ocaidi accepte de revenir en détail sur les conditions de cette alliance militaire avec Daesh. Nous, l'armée syrienne libre, nous avions réussi à encercler l'aéroport. Mais nous n'avons pas pu l'envahir. C'est à ce moment-là qu'Abu Jandal nous a proposé de participer à cette bataille. Il a offert ses kamikazes et ses véhicules piégés. Et on s'est mis d'accord. Si vous devez choisir un seul ennemi à combattre, lequel vous choisiriez? Bachar el-Assad. Si on veut combattre Daesh et le terrorisme, il faut éliminer la cause de ce terrorisme. Et la cause, c'est Bachar. D'abord, renverser Bachar, puis éliminer Daesh. Voilà la stratégie que partagent nombre de rebelles sur le terrain. Le problème, c'est que les Américains ne voient pas les choses comme ça. Pour le Pentagone, le plan est le suivant. Un soutien militaire américain sera apporté aux rebelles. Mais interdiction de se battre contre Bachar. La seule et unique cible pour les rebelles, ce doit être Daesh. Sauf qu'en Syrie, l'ennemi public numéro 1, c'est Bachar el-Assad. La violence aveugle et massive de son régime a marqué à jamais les esprits. En 2011, alors qu'un mouvement d'étudiants défile pacifiquement dans la rue, le président syrien ordonne les tirs à balles réelles contre son propre peuple. Ces milices arrêtent les hommes, les femmes et même les enfants. En 2015, un ancien membre des services syriens choisit de dénoncer cet empire de la terreur. Il montre alors au monde entier les photos qu'il a pu prendre dans les morgues de Bachar. 28 000 clichés qui glacent le sang de celui qui parvient à les regarder en face. Une série de photos montrant une pratique de la torture à échelle industrielle. Robert Ford, l'ancien ambassadeur, a voulu exposer ces photos dans son université de Yale. Il y a 28 000 photos comme ça. On pense que ce sont des gens de l'opposition. Ils ont identifié 6 800 corps. La plupart des corps ont été photographiés 3 à 4 fois. Ils ont réussi à identifier 700 personnes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nom, il n'y a que des numéros. Ce qui est assez hypocrite, c'est quand on entend les gens dire que les islamistes feront pire que ça. Parce que quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Ce n'est pas que j'aime bien les islamistes, je ne les aime pas. Mais je dois dire, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Les yeux de cet homme ont été arrachés. Peut-être justement que Daesh est capable des mêmes horreurs. Je dirais oui, certainement. En France, il y a une expression qui dit qu'on doit choisir entre la peste et le choléra. Oui, mais on doit faire en sorte que les Syriens n'aient pas à faire ce genre de choix. En 2013, le régime est suspecté d'avoir utilisé des armes chimiques contre sa population. Des enfants touchés en plein sommeil de cette banlieue de Damas meurent en pyjama tétanisés et asphyxiés. Barack Obama l'avait promis. En cas d'attaque chimique, les États-Unis interviendraient contre le régime. Mais finalement, la Maison-Blanche va reculer
et ne rien faire. Au Sénat américain, de nombreux parlementaires s'insurgent contre la stratégie de Barack Obama en Syrie. Au premier rang des contestataires, l'ancien candidat républicain à la Maison-Blanche et sénateur, John McCain. Ex-général des forces américaines, héros de la guerre du Vietnam, l'élu est une personnalité très écoutée dans les milieux militaires. Pour le sénateur McCain, les États-Unis ont non seulement perdu ce jour-là la main sur le conflit syrien, mais aussi toute forme de respectabilité. Quand les Syriens ont franchi la ligne rouge et ont utilisé des armes chimiques, et alors même que le président américain, après avoir dit qu'il attaquerait, a ensuite reculé, ça a envoyé un message terrible dans le monde entier que ce président-là n'est pas vraiment sérieux. 3 ans après ce massacre chimique, Bachar el-Assad, soutenu par Vladimir Poutine, est toujours au pouvoir. Venant en aide à une armée syrienne en piteux état, les Russes ont sorti dès 2015 leurs avions de chasse et ont bombardé toutes les positions ennemies du régime. Leur objectif, protéger un allié et surtout maintenir l'influence du Kremlin dans la région. Les bombes de Vladimir Poutine sont une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis, car elles ciblent aussi les rebelles soutenus directement par le Pentagone. À Washington, les sénateurs peinent à comprendre la stratégie américaine. Ce 3 mars 2016, de hauts gradés sont convoqués par les parlementaires. Les militaires doivent expliquer leur stratégie, détruire Daesh sans toucher à Assad. En phase 2, le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, est difficile à convaincre. Général Austin, est-ce que nous autorisons les rebelles à se battre contre Daesh, mais aussi contre Bachar? Nos recrues doivent se concentrer sur Daesh seulement. Donc on leur a dit, si jamais vous voulez attaquer Assad, vous ne pourrez pas et on ne vous soutiendra pas. C'est exact, monsieur le sénateur. Donc on fait quoi quand Assad bombarde les rebelles que nous soutenons? Nous soutiendrons les hommes que nous avons. Et on les a défendus contre les Russes ou contre Assad par le passé? En tout cas, concernant les forces que j'ai entraînées, on n'a pas eu ce genre de situation. Bon, mais les rebelles entraînés par la CIA, ils ont été bombardés par Assad et par les Russes, c'est exact? Monsieur le sénateur, je ne pourrais pas faire de commentaires sur ces informations. Pourtant, tout le monde sait ici que les gars que nous avons entraînés ont été attaqués par Assad. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, Assad est finalement dans une position pas si mauvaise, car il a avec lui les Russes et les Iraniens qui le soutiennent militairement, et que nous ne sommes pas derrière l'opposition militairement? Monsieur le sénateur, c'est vrai, je suis d'accord pour dire que, grâce aux Russes et aux Iraniens, Bachar el-Assad a pu se refaire une santé. À part regarder les Russes bombarder et anéantir les rebelles que nous soutenons, on ne fait pas grand-chose. Vous imaginez ce que ressentent ces jeunes Syriens sur le terrain vis-à-vis du soutien américain? Ils se sentent seuls. Ils ne sont pas seulement seuls, ils sont abandonnés à une mort certaine à cause de ces bombardements aveugles et massifs opérés par les Russes. Les Russes n'utilisent pas des armes de précision, ils massacrent des milliers de civils innocents, mais aussi les forces modérées de ce pays. John McCain n'est pas du genre à mâcher ses mots. Lui et ses collègues du Sénat interpellent régulièrement l'état-major américain sur la politique de la Maison-Blanche en Syrie. Et on a beau être général 5 étoiles, passer devant la commission McCain relève parfois du supplice chinois. Vous ne pensez pas que la plupart des Syriens veulent 2 choses? Ils veulent se battre contre Daesh et ils veulent faire tomber Assad, le gars qui a massacré 250 000 civils? C'est pas vraiment un mystère, non? Non, ce n'est pas un... Non, ce n'est pas un mystère. Ok, les Russes, ils se battent pour Assad. Les Russes se battent pour Assad. Les Iraniens se battent pour Assad. Ils se battent pour Assad. Le Hezbollah se bat pour Assad. Oui, ils se battent. Et quand les gens que nous avons entraînés pour combattre Daesh vont vouloir se battre contre Assad, allons-nous nous battre avec eux pour renverser Assad? Je ne peux pas répondre à cette question, sénateur. Vous pouvez répondre, monsieur le ministre? Oui, je voulais apporter une précision. Eh bien, ce jour est en train d'arriver.
Imaginez-vous un instant que les gens en Syrie ne voudront pas faire tomber Assad? Les gens que nous entraînons viennent des territoires occupés par Daesh. Veulent-ils faire tomber Assad? Veulent-ils faire tomber Assad? La plupart d'entre eux est concentrée sur... Veulent-ils faire tomber Assad? Vous leur avez posé la question? Nous savons que ce qu'ils veulent, c'est se battre contre Daesh. Allez, enfin, vous comme moi, nous savons que les Arabes syriens ne veulent pas seulement se battre contre Daesh, mais ils veulent faire tomber Assad, car il a déjà tué 250 000 personnes en Syrie. Et voilà ma question pour ce comité. Comment allons-nous forcer Bachar à partir si les Russes se battent pour lui, si les Iraniens se battent pour lui, si le Hezbollah se bat pour lui? Et nous, on n'est même pas capable de lever le petit doigt pour aider les Syriens à renverser Assad? Si je suis Assad, c'est vraiment un bon jour pour moi, parce que le gouvernement américain vient juste de me dire qu'ils ne se battront pas pour me remplacer. Donc, ce que vous avez fait, chers messieurs, aux côtés de votre président, c'est que vous avez offert la Syrie aux Russes et aux Iraniens. Vous avez dit aux gens qui vivent en Syrie, qui meurent par centaines de milliers, nous sommes plus soucieux d'un arrangement politique, plus que tout le reste. Tout ce que je peux dire, c'est un mauvais jour pour les États-Unis et la région le paiera très cher. Parce que les Arabes n'accepteront jamais ça. Votre stratégie ne tient pas. Après 1 heure d'audition houleuse, le ministre de la Défense ose à peine relever la tête face aux sénateurs. Dans l'impasse, les hommes du Pentagone vont tenter dès 2014 une nouvelle tactique. Cette fois-ci, les conseillers militaires américains se rendent eux-mêmes dans la région pour y établir des camps d'entraînement et former directement les rebelles. Mais là encore, le programme a échoué. Un échec à 43 millions de dollars, la somme d'argent dépensée pour former à peine une cinquantaine de rebelles. J'ai pu retrouver l'un des membres de cette unité, surnommée la Division 30. Le capitaine syrien Al-Wawi a participé aux côtés des Américains à la mise en place de ce programme qui, pour lui, est un échec absolu. Les responsables américains se sont trompés et ont commis plusieurs erreurs quand ils ont recruté ces combattants. Le programme d'entraînement et de sélection était très lent. Au final, il n'y a eu que 54 combattants formés sur une durée de 8 mois. À ce rythme-là, il aurait fallu 38 ans pour former les 15 000 combattants que les Américains voulaient entraîner. Quand les Américains ont voulu former la Division 30, ils ont dit « on va vous aider, on va vous donner des armes, des munitions, mais vous ne les utiliserez que contre Daesh et pas contre Bachar ». Ils ont reçu alors très peu de volontaires. Beaucoup d'argent et peu de résultats. En moins de 2 semaines, la moitié de cette Division 30 a été capturée par Al-Qaïda ou a déserté d'elle-même. Au cours de l'une des auditions du général Austin devant le Sénat, les parlementaires découvrent sidérés le nombre réel de rebelles encore actifs sur le terrain. On a entendu dire que certains de nos rebelles avaient été attaqués en Syrie. Vous pouvez nous dire combien de combattants il nous reste sur le terrain? C'est un petit nombre. Ceux qui se battent encore, on peut dire 4 ou 5. 4 ou 5 combattants. Dans la presse américaine, la stratégie d'Obama est tournée en ridicule. Le président reconnaîtra même son erreur lors d'une conférence de presse. The training and equip program was a specific initiative by the Defense Department to see if we could get some of that moderate opposition to focus attention on ISIL in the eastern portion of the country. And I'm the first one to acknowledge it has not worked the way it was supposed to, Julie. And I think that the Department of Defense would say the same thing. L'erreur de stratégie est admise, mais contre toute attente, le président américain a décidé en mars 2016 de relancer ce programme de formation de rebelles.
Le Pentagone a-t-il su tirer les enseignements des échecs passés? C'est ce que je voulais savoir. Oui, une question à propos de ce programme d'entraînement des rebelles. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de cet échec? Je pense que le général Votel s'est déjà expliqué là-dessus. Mais bon, évidemment, nous avons tiré de nombreux enseignements importants. L'une des choses les plus importantes, c'est que nous connaissons maintenant beaucoup mieux les gens que nous voulons entraîner. Tous ces gens en Syrie qui se battent contre Daesh, on sait mieux qui ils sont et à qui nous pouvons faire confiance. En clair, nous comprenons mieux la situation. Beaucoup mieux qu'avant. Cette fois-ci, est-ce que vous allez autoriser les rebelles à se battre contre Bachar el-Assad? Encore une fois, on ne se concentre que sur Daesh. Et ce sera donc la mission des forces que nous allons entraîner à nouveau en Syrie. Et combien de combattants comptez-vous former cette fois? Écoutez, je ne souhaite pas vous donner de chiffres pour l'instant. Ça montre ce qu'il se passe quand les États-Unis ne parviennent pas à diriger une coalition. Il n'y a pas de stratégie. Quand nous disons à ces jeunes hommes, vous ne pouvez vous battre que contre Daesh et pas contre Bachar el-Assad, ils ne vous suivent pas. Et donc ils s'en vont et ils partent rejoindre d'autres groupes, y compris des groupes islamistes. Comme Al-Nosra. Oui, comme Al-Nosra. Abandonnés par les USA et leurs alliés, de nombreux modérés ont rejoint le groupe Al-Nosra. Jusqu'en juillet 2016, Al-Nosra n'était autre que la filiale officielle d'Al-Qaïda en Syrie. Aujourd'hui, l'organisation a changé de nom et dit avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste fondé par Oussama Ben Laden. Après des semaines de discussions via Internet, j'ai pu convaincre l'un des fondateurs d'Al-Nosra de nous accorder une interview depuis la Syrie, non loin de la frontière turque. L'homme est l'un de ceux qui ont fondé Al-Nosra fin 2011. Nous nous connectons sur Skype. Le djihadiste tient à cacher son visage. S'il a choisi de se battre pour Al-Qaïda, c'est d'abord et surtout pour défendre les idées et l'héritage de son fondateur, Oussama Ben Laden. Le cheikh Oussama était un leader avant-gardiste de l'islam. Et il tient une place spéciale dans le cœur des musulmans. Même ceux qui critiquent Al-Qaïda aiment le cheikh Oussama, parce que c'est un autodidacte qui s'est beaucoup sacrifié, en cédant toute sa fortune au nom des principes auxquels il croyait. Il a abandonné sa vie de château pour vivre dans des grottes. Il a lutté jusqu'au bout pour ses principes. Pour ce membre d'Al-Nosra, la stratégie américaine de soutien aux rebelles modérés est vouée à l'échec. Les États-Unis n'arriveront à rien en Syrie avec les rebelles modérés. Cette pseudo-opposition soutenue par les Américains ne représente absolument rien en Syrie. Les Américains n'ont pas d'autre choix que de reconnaître les forces islamistes. Sinon, je vous promets qu'ils vont devoir affronter Daesh 1, Daesh 2, Daesh 3. Le djihadiste l'assure, ni lui, ni son groupe armé n'ont l'intention de frapper l'Occident ou d'autres cibles en dehors du territoire syrien. Mais quand j'évoque avec lui les attentats du 11 septembre ou l'attaque contre Charlie Hebdo au nom d'Al-Qaïda au Yémen, l'homme assume les actes commis par la maison mère de l'organisation à laquelle il a prêté allégeance. À propos de l'attaque contre Charlie Hebdo, c'était seulement une défense et une riposte, puisque ce sont ces journalistes qui ont commencé les premiers à nous attaquer. Sur ce point, l'Allemagne a été plus intelligente que la France lorsqu'elle a interdit ce genre de dessin, qui viole la religion. Le projet de ces combattants islamistes a quelques points communs avec celui de Daesh.
Mais la manière pour y arriver diffère. Son objectif est aussi de créer un califat, un État islamique transfrontalier. Le projet d'un État islamique est un rêve commun à tous les musulmans. Ce n'est pas seulement le rêve des combattants ou des djihadistes en Syrie, mais c'est l'objectif poursuivi par tout le monde, y compris par les civils. C'est une volonté propre à chaque musulman. L'Occident doit comprendre que personne ne pourra nous enlever cet objectif qui correspond à l'aspiration de tous les musulmans. Tout au long de l'entretien, mon interlocuteur me dépeint l'Amérique comme un pays terroriste, coupable des souffrances des musulmans en Palestine, au Soudan ou ailleurs. Mais une chose me turlupine depuis le début de l'interview. En vous regardant, là, comme ça, sur Skype, je vois que vous avez une oreillette Apple dans l'oreille et un survêtement Adidas. Ce sont des marques de l'Occident, ce sont des marques que vous aimez. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un commentaire à faire sur votre blague, Laurent. Si l'Occident nous laisse un peu tranquilles, je vous assure que nous fabriquerons des casques meilleurs que ceux d'Apple et des survêtements meilleurs que ceux d'Adidas. Ok, ma petite boutade ne fait pas trop sourire le combattant islamiste. Sur le terrain, les djihadistes gagnent de l'influence et auraient même noyauté une grande partie des rebelles modérés soutenus par les États-Unis et la France. C'est du moins ce qu'affirme un ancien dirigeant de l'armée syrienne libre, l'ASL, interviewé par un journaliste du Monde en mars 2016. Plus troublant encore, certains modérés auraient rejoint une coalition de groupes rebelles à dominante islamiste, l'armée de la conquête. Une alliance quelque peu contradictoire mais qu'assume parfaitement le commandant syrien modéré Ocaidi au nom de la lutte contre Bachar el-Assad. Nous coordonnons nos attaques ensemble. Nous, on utilise les mortiers, les chars, les canons et aussi les missiles TOW. Et au même moment, Al-Nosra envoie ses kamikazes attaquer des cibles précises du régime. Est-ce que Al-Qaïda sur le terrain, ce sont de bons partenaires? Oui. Ils sont courageux et ce sont de très bons combattants. Nous ne partageons pas leur idéologie, mais ce sont de très bons partenaires. Vous avez dit également aux Américains ou aux Français qui vous soutiennent la même chose. Est-ce que vous leur avez dit vous allez voir, on a de bons partenaires sur le terrain, ils sont très courageux, ils s'appellent Al-Qaïda. Donnez-nous les armes et on va travailler avec eux. Oui, bien sûr, ils sont au courant. Les Français sont au courant et ça ne leur pose pas de problème que vous combattiez aux côtés d'Al-Qaïda. Ils savent bien que nous combattons avec eux. C'est juste la réalité. Et ça vous fait sourire, pourquoi? Parce que c'est évident, il y a beaucoup d'incohérences, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Cette alliance tactique avec Al-Qaïda sur le terrain a-t-elle été du goût des services français? La France a-t-elle donné son feu vert à pareille association? Malgré nos demandes répétées, le ministre des Affaires étrangères n'a pas souhaité être interviewé. Seul le porte-parole du Quai d'Orsay a accepté le principe d'un entretien. Je ne suis pas venu les mains vides, je lui montre un extrait de l'interview du commandant modéré. Et ça vous fait sourire, pourquoi? Vous étiez au courant que les rebelles soutenus par la France et les États-Unis coopéraient avec Al-Qaïda sur le terrain? La réalité syrienne aujourd'hui, c'est une réalité de violence sans fin et de massacre. Il peut y avoir sur le terrain des alliances de circonstances. Ça ne remet nullement en cause notre position, qui est celle d'une transition politique qui doit être bâtie autour de la coalition et autour des éléments du régime qui n'ont pas de sang sur les mains. C'est autour de ça que doit se construire l'avenir du pays. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Est-ce que Al-Qaïda
Romain Nadal, est-ce qu'Al-Qaïda fait du bon boulot? Il n'y a pas d'ambiguïté, Al-Qaïda fait partie des groupes terroristes, il est classé dans les organisations terroristes et nous considérons que c'est une organisation qui ne fait pas partie de la communauté internationale. C'est une organisation terroriste qui doit être combattue. DAEŞ, Boko Haram, El-Şebab, El-Kaide gibi örgütlerin İslam'a ve Müslümanlara verdiği zararı tarih boyunca pek az düşman gerçekleştirebilmiştir. Officiellement, le Premier ministre turc, Recep Erdogan, s'est engagé à frapper l'État islamique. Mais en réalité, Ankara poursuit un autre agenda. Pour le Premier ministre turc, la priorité numéro 1 n'est pas Daesh, mais c'est d'empêcher la création d'un Kurdistan voulu par les rebelles kurdes du PKK. Aujourd'hui, Erdogan se préoccupe plus du PKK que de Daesh. Il se préoccupe aussi davantage du départ de Bachar al-Assad. Donc on aurait bien besoin d'un leadership américain, mais malheureusement, il n'existe pas. Y a-t-il un traître dans la coalition? En octobre 2015, au lieu de frapper Daesh, la Turquie utilise ses avions de chasse pour bombarder les Kurdes du PKK. Erdogan et Daesh partagent en fait un même ennemi, les Kurdes. Sur ces images filmées en 2014, le long de la frontière syrienne, on voit même des militaires turcs converser paisiblement avec des combattants de Daesh. Il y a une certaine complicité de la Turquie, du moins au niveau des forces turques aux postes frontières qui ferment les yeux. Et ils ferment les yeux volontairement. Parce que la priorité des Turcs, c'est le départ de Bachar et la question kurde. Entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, une frontière longue de plus de 1000 km. C'est par celle-ci que Daesh écoulerait une partie de son pétrole, grâce à la complicité des gardes frontières turcs. Au cours de notre tournage, à 40 km de la Turquie, sur cette route irakienne contrôlée par Daesh, nous avons pu filmer un flot ininterrompu de poids lourds. C'est stratégique? Oui, c'est une route stratégique entre Tal Arfa et Raqqa. Pour aller jusqu'en Syrie. Parce que la Syrie est juste là? Avec des jumelles, on distingue même des camions-citernes, probablement chargés en pétrole. Il y a plein de camions, sans doute qui transportent du pétrole, qui passent, en tout cas des gros camions, qui passent derrière, quoi, sur la route entre la Syrie et l'Irak. La vente de pétrole représenterait pour l'État islamique un revenu de 2 millions de dollars par jour. Un business qui, selon plusieurs rapports d'experts, ne serait possible sans de solides réseaux de contrebande implantés en Turquie. Des réseaux clandestins qui permettent à Daesh d'écouler non seulement son pétrole, mais aussi de se fournir en munitions. En menant cette enquête, j'ai pu trouver sur le sol de nombreuses munitions turques utilisées par Daesh, comme ici, non loin de Sinjar. Alors ça c'est turc. MKE c'est la Société nationale d'armement turque. Ces munitions turques, je ne suis pas le seul à en avoir trouvé dans les quartiers de Daesh. Un groupe d'experts britanniques, dont fait partie Mike Lewis, en a aussi prélevé sur les positions du groupe État islamique en Syrie, comme en Irak. Sur le terrain, ces experts n'ont pas trouvé que ça. En analysant les composants retrouvés sur des ceintures explosives conçues par Daesh,
ils ont découvert 21 entreprises turques ayant fourni des explosifs utilisés par le groupe État islamique. C'est vraiment inhabituel. Et ce que ça montre, c'est que le réseau d'intermédiaires est extrêmement bien fourni et extrêmement rapide. Et quand on a commencé à enquêter sur les fournisseurs de ces composants, on a constaté la vitesse d'exécution des intermédiaires de Daesh, et y compris lors des passages de frontières. Parmi les matières nécessaires à la fabrication d'explosifs, les engrais chimiques. Sur cette photo prise par un journaliste du New York Times, on peut voir des dizaines de kilos d'engrais traverser sans le moindre contrôle un poste frontière entre la Turquie et la Syrie. La question c'est, est-ce que les gouvernements en font vraiment assez pour identifier et contrôler ce type de transactions? Est-ce qu'ils enquêtent vraiment sur ces individus qui sont capables de fournir et d'utiliser de telles quantités, ce qui est assez rare? Prenez par exemple le marché des Legos. Ce sont des jouets pour les enfants. Si vous voulez acheter 500 000 pièces de Lego, la société Lego va vous demander pourquoi vous voulez acheter une telle quantité. Que comptez-vous faire avec? Ce qui est une question sensible puisqu'elle touche à la liberté individuelle. Vous voulez dire qu'en Turquie, je peux acheter des tonnes de Lego sans que personne ne me pose de questions? Je ne sais pas pour la Turquie. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est possible avec les Lego, alors c'est certainement possible de le faire quand vous avez ce type de transaction, portant sur ce type de matière ou de composants. Et c'est à coup sûr beaucoup plus important. Grâce à ces matières venues entre autres de Turquie, Daesh est passé maître dans la confection de bombes artisanales. Sur notre passage, nous avons dû souvent redoubler d'attention, comme ici, alors que nous filmions une église de Sinjar, saccagée par l'État islamique. TNT? Où ça? D'accord, ne touchez pas. Regarde, fais attention là parce que... Cette barre métallique serait remplie d'explosifs. Celui qui marche dessus y laissera la vie. À l'intérieur, on y trouve du TNT. L'explosion est déclenchée par simple pression sur ce tube en aluminium. À quelques mètres de là, une autre bombe. Du TNT là encore, relié à du fil électrique. Là, il y en a encore une bombe. Là. Au cours de mon enquête, j'ai pris en photo quelques-unes de ces munitions et de ces dispositifs pour les montrer à Mike Lewis, l'expert en armement. Je sais pas si tu vois, mais c'est chinois là. Ce type de dispositif donne l'impression d'être artisanal. Mais en réalité, le groupe État islamique en a fait une production quasi industrielle. Pour produire ces bombes artisanales, les hommes de Daesh établissent dans chacune des villes qu'ils occupent une sorte de laboratoire, comme dans ce vieil hangar à Sinjar. Une usine à bombes ici? Comment vous le savez? Ah, c'est de l'aluminium ça? Aluminium? En fait, alors regarde, Pedro, je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a des câbles électriques, des bombes. Ils prenaient ça dans les maisons et les amenaient ici pour faire des bombes. Munitions, engrais chimiques, composants électroniques, djihadistes. Les Turcs donnent l'impression de laisser tout passer vers les territoires occupés par Daesh en Syrie. J'ai tenté d'interroger le ministre des Affaires étrangères turc lors d'une grande conférence de la coalition internationale à Paris pour comprendre le double jeu de son pays. Mais à quelques heures de l'entretien, sa conseillère en communication m'annonce la mauvaise nouvelle par SMS.
Je viens de recevoir un texto. Monsieur le conseiller Camille Elfil m'informe que le programme du ministre est très chargé. Ça me paraît donc pas possible. Je lui ai donné néanmoins votre numéro de portable et précisé que vous êtes sur place cordialement. En fait, c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui finalement ne veut pas nous donner d'interview. Donc on va essayer de le faire ici en interview. Ça commence bien d'entrée de jeu. Voilà, s'il vous plaît. Vous allez voir là-bas, s'il vous plaît. Ça commence tellement bien que le ministre des Affaires étrangères turc quitte devant nous la conférence en voiture. La Turquie, finalement, ils ne seront pas là pour la conférence de presse. Ça, c'est la personne qu'on voulait interviewer. Pas d'interview donc. Qu'importe, je vais tenter d'interroger le représentant américain de cette coalition qui, comme ses partenaires, n'a qu'un mot à la bouche: unité. La coalition internationale contre Daesh. This will be un combat de longue haleine. A long campaign. La victoire contre Daesh. We will succeed. Notre unité. If we remain united. Notre détermination commune. Determined. Une vision politico-militaire commune. Our unity. Bonjour, Laurent Richard pour Canal+. Une question à vous trois. Vous avez tous les trois prononcé le même mot pendant vos trois discours, le mot unité. Est-ce que vous avez fait le point avec vos partenaires et alliés turcs aujourd'hui? Ce sur quoi nous nous sommes concentrés aujourd'hui, y compris avec nos partenaires turcs, c'est d'arrêter le flot de combattants étrangers et d'armes étrangères, de la Turquie vers la Syrie et de la Syrie vers l'Irak. Et c'est un point très important pour notre stratégie. Je pense que nous faisons aujourd'hui quelques progrès, mais clairement, on a encore beaucoup de travail à faire. Encore beaucoup de travail à faire. Sans leadership ni plan de bataille efficace, les États-Unis ont laissé au sein même de cette coalition anti-Daesh le champ libre au royaume d'Arabie Saoudite. Pour Riyad, la guerre en Syrie est une aubaine. C'est l'occasion d'écarter Bachar el-Assad et de le remplacer par un sunnite, mais aussi d'affronter les chiites iraniens et ceux du Hezbollah. En prenant la main sur la partie qui se joue en Syrie, les Saoudiens risquent d'embraser davantage la région, et c'est précisément ce qui inquiète le sénateur John McCain. Oui, je pense que c'est risqué. N'oubliez pas que les Saoudiens sont même prêts à faire cavalier seul. Depuis le fiasco des attaques chimiques, ils ont établi des plans pour frapper la Syrie, et ils l'ont même annoncé sur CNN. Ce n'est pas un hasard s'ils sont allés se battre au Yémen sans prévenir les Américains. Ce n'est pas un hasard si les Saoudiens ont formé une coalition de 34 pays sunnites sans prévenir les Américains. Malheureusement, le pire dans tout ça, c'est que l'Arabie Saoudite est beaucoup plus en phase avec les groupes radicaux qu'avec les autres. Avec la disparition du leadership américain, vous laissez tout un champ libre. Les Saoudiens n'ont plus du tout confiance en nous. Un jour, un ministre d'un pays du Golfe m'a dit ceci: « Vous savez, nous pensons aujourd'hui qu'il vaut mieux pour nous être l'ennemi des États-Unis plutôt que son ami. Tout ça à cause du deal iranien. » Pour parvenir à leur fin, les Saoudiens s'appuient sur des groupes armés radicaux qui, contrairement à la stratégie de leurs alliés américains, combattent aussi bien Bachar el-Assad que Daesh. Parmi ces groupes soutenus par Riyad, Jaish al-Islam, l'armée de l'islam. Un groupe salafiste qui, selon plusieurs ONG, aurait commis de nombreuses exactions contre les populations civiles et aurait même enfermé des alaouites, qui sont de la même confession que celle de Bachar el-Assad, dans des cages pour s'en servir comme bouclier humain. انه بالنهايه نحن نساء ما ذنبنا شيء واطفال وشباب كل همهم بهالدنيا انهم يعيشوا بين اهاليهم ومع اولادهم ومع عائلاتهم ما بيهمهم شيء ثاني نهائيا وبنتمنى من النظام ومن الطيران الروسي حصرا انه ما بقى يقصف الغوطه لانه نحن بيناتهم ومعاهم وعم نقاسي الخوف بشكل يومي. Pour comprendre la stratégie de l'Arabie Saoudite via ses groupes armés salafistes, j'ai rencontré le Saoudien Nawaf Obeid. Malgré son jeune âge, l'homme a déjà un CV bien rempli. Diplomate, Nawaf Obeid est également professeur à l'université d'Harvard. Pour lui, 5 ans après le début du conflit, il n'y a plus aucun doute. Sur le terrain, les groupes les plus efficaces sont les plus radicaux. L'opposition, les rebelles modérés, c'est bien de les écrire dans les presses ici en Europe, mais sur le terrain... Ils sont pas trop modérés en fait. Pas du tout, on est d'accord. Mais c'est pas seulement le mot modéré. Le mot modéré, c'est juste pour rassurer la presse.
Le mot modéré, c'est ce que les Américains ont inventé. Pour nous, l'Arabie, même en tant que pays, on n'est pas modéré, on est traditionnel, conservateur, musulman. Par ça, on ne peut pas être modéré si on compare au libéralisme qui existe en Europe, aux États-Unis. Mais ça fait partie des groupes que l'Arabie Saoudite soutient. C'est assez inquiétant de voir ça, de voir que des enfants et des femmes sont en cage pour servir de bouclier humain. Si maintenant, aujourd'hui, il y a on dit Jaish al-Islam, mais vous ne pouvez pas leur dire arrêtez de le faire, sinon on ne vous soutient plus. Arrêtez, ne faites pas ça. Sinon on ne vous soutient plus. Sinon on ne vous soutient plus. Tu penses qu'ils nous écoutent? Si vous arrêtiez de leur donner de l'argent, peut-être qu'ils vous écouteraient Donc plus. on arrête de leur donner de l'argent et on laisse Bachar et les Russes les bombarder. Donc c'est un jeu où tout le monde est perdant. Mais voilà, mais c'est ça. Mais c'est ça ce qu'on essaie. C'est que c'est bien d'être ici, d'être dans un centre de recherche, d'être un professeur dans une université et de dire « Ouais, regarde ce qu'ils font ». Mais il y a une réalité. Si on arrête aujourd'hui de leur donner, les Russes, ils vont arrêter leur bombardement. Bachar va arrêter les barrel bombs. Pourquoi ils ont fait les barrel bombs? Toi, tu es à la maison avec, tu sais, la barrel bomb, c'est plus une famille. C'est que si on met eux sur le thing, peut-être ils vont pas nous faire les barrel bombs. Soutenu par Riyad, Jaish al-Islam est même devenu aujourd'hui incontournable dans les négociations internationales. À Genève, où les Nations Unies organisent des pourparlers sur l'avenir de la Syrie, Riyad a même réussi à imposer la présence du chef de ce groupe armé qui utilise les minorités civiles comme boucliers humains. Venu spécialement de Syrie, le chef du groupe islamiste armé arrive ce matin en limousine dans ce palace situé au bord du lac Léman, escorté par ses 2 gardes du corps. Mohamed Alouche est suivi de près quelques minutes plus tard par les conseillers spéciaux américains qui apparemment n'ont pas vraiment envie qu'on les filme dans ce type de rendez-vous. Nous sommes en mars 2016. Une réunion entre Syriens, Saoudiens, observateurs américains et Français se déroule dans une salle de ce grand hôtel. Je souhaite rencontrer Mohamed Alouche, le leader radical soutenu par les Saoudiens. Mais pour l'approcher, la partie est complexe. Son conseiller en communication, un Français, va nous aider. Donc je vais parler. Génial, et donc il est d'accord. Il a dit, il sonnait de vous, il m'a dit, je faisais plein de trucs, je voulais bien vous parler. Donc j'ai dit, mais après, c'est aujourd'hui ou demain, il m'a dit aujourd'hui. Génial. Bon, voilà, j'ai fait le maximum. Après quelques heures d'attente, nous finissons par rencontrer le chef islamiste dans l'un des salons de l'hôtel. À peine la caméra commence-t-elle à tourner que Mohamed Alouche sort un papier de sa poche. Et quand je l'interroge sur les exactions commises par son groupe, voilà sa réponse. Ça, ce sont les photos des victimes syriennes tuées dans les bombardements russes sur la ville d'Alep. Et dire qu'ils prétendent respecter le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité. Ils doivent arrêter immédiatement ces crimes de guerre. C'est M. Poutine lui-même qui a ordonné ces crimes, ainsi que Bachar el-Assad, le président iranien, et le chef du Hezbollah libanais. Tant que ces crimes persistent, il n'y aura jamais de négociation. À Genève, non loin du chef salafiste, les observateurs français et américains. Mais impossible de discuter avec eux. Michael Rotney, envoyé spécial des États-Unis, fronce le sourcil dès qu'on le filme. Les États-Unis et la France ne semblent pas franchement à l'aise à côté de tels partenaires, soutenus par un ami si cher, l'Arabie Saoudite. Un ami qu'on ne froisse pas. Dans cette coalition contre Daesh et dans les efforts pour construire une paix à Genève, les Saoudiens jouent un rôle extrêmement important. Vous en êtes d'accord? Pour vous, quelle est l'importance des Saoudiens dans cette coalition aux côtés de la France? Vous en êtes d'accord ou c'est pas la question d'en être d'accord ou pas. Comment vous définiriez le rôle des Saoudiens aujourd'hui dans la coalition contre Daesh? La diplomatie, elle est fondée sur des réalités, sur des cartes. La diplomatie, c'est aussi la géographie. Ouais. Quelle est la géographie de la Syrie aujourd'hui? Dans quel environnement régional elle est? Elle est entourée d'États
notamment l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Iran, mais aussi la Russie. Bref, vous avez toute une série d'acteurs. Ce sont ces acteurs qui pèsent sur ce conflit. Est-ce que vous avez confiance en l'Arabie Saoudite ? Nous travaillons avec l'Arabie Saoudite. Nous travaillons en confiance avec l'Arabie Saoudite. Nous avons des positions convergentes sur la nécessité d'une transition politique. Et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui reflète le consensus international qui a fixé comme objectif une transition avec un calendrier. Et effectivement, l'Arabie Saoudite soutient ce processus et soutient ces résolutions du Conseil de sécurité. Je vais juste vous montrer une vidéo de Jaish al-Islam pour savoir si, pour vous, ça correspond aux valeurs d'une coalition modérée. Ça, c'est le groupe Jaish al-Islam qui a mis des... Vous avez sans doute vu cette vidéo, ce sont des civils qui sont mis en cage dans des rues en Syrie où le groupe Jaish al-Islam a pris le contrôle. Est-ce que pour vous, ce sont les valeurs modérées dont vous me parliez il y a quelques instants ? Je ne vais pas réagir spécifiquement sur des cas particuliers. Je vais vous rappeler la position de principe de la France sur les violences qui sont aujourd'hui commises en Syrie, parce que nous sommes parfaitement conscients qu'il y a... Est-ce que c'est un groupe modéré ou pas, selon vous ? Vous me montrez des images qui sont choquantes et qui ne reflètent pas les valeurs et les principes de la France. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais la position de la France est vraiment une coalition modérée ou est-ce que depuis le début du conflit, nous avons dit que toutes les violences qui ont été commises en Syrie, parce qu'il y a aussi des violences qui sont commises par des groupes qui ne sont pas ceux du régime de Bachar el-Assad. Pour que la réconciliation puisse se faire, pour qu'il y ait un apaisement de ce conflit, il faudra juger tous les crimes qui ont été commis par ce pays. Et si des crimes ont été commis par des groupes appartenant à l'opposition, à la coalition dont vous parlez, ces crimes-là devront être identifiés. Jaish al-Islam n'est pas le seul groupe salafiste financé par Riyad. Les Saoudiens, aux côtés du Qatar et de la Turquie, soutiennent également un groupe nommé Ahrar el-Sham, les Hommes libres du Levant. Une organisation fondée par un ancien membre d'Al-Qaïda, que l'on voit même ici aux côtés d'Oussama Ben Laden. Ce groupe salafiste, Ahrar el-Sham, est pour le diplomate saoudien une organisation armée de premier choix. Ahrar, ils ne vont pas faire ce que Daesh a fait à Paris. Ils ne vont pas faire ce que... Ils ne vont pas attaquer, mettre une bombe dans un avion et tuer tous ces innocents. Ahrar ne va pas faire ça. Ils sont quand même pour une charia. L'Arabie Saoudite a la charia. Oui. Est-ce qu'on est en train de bombarder des avions et faire ce qu'ils ont fait à Paris? Non. L'Arabie Saoudite, un ami qui peut parfois devenir très embarrassant. Une amitié délicate à assumer. C'est du moins ce que je ressens quand j'interroge sur le sujet ce responsable du département d'État en charge de la lutte contre le terrorisme. C'est un peu schizophrénique de voir comment les choses fonctionnent parfois. De nombreux pays sont associés à nous dans ce combat et l'Arabie Saoudite en fait partie. C'est un très bon partenaire. L'Arabie Saoudite est exactement sur la même position que celle des USA. Et Ahrar el-Sham, c'est un bon partenaire aussi? Je vous parle de l'Arabie Saoudite. Je ne vous parle pas d'Ahrar el-Sham. Non, Ahrar el-Sham n'est pas un bon partenaire dans la lutte contre les groupes terroristes, comme vous le savez, je pense. Mais Ahrar el-Sham a l'air d'être un très bon partenaire de l'Arabie Saoudite. Donc est-ce que les partenaires de vos partenaires sont vos partenaires? Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Arabie Saoudite est sur la même position que les États-Unis et s'est engagée à combattre le financement du terrorisme. Les Saoudiens vont soutenir des groupes qui sont bombardés par les Russes. Les États-Unis financent des groupes qui se battent contre Daesh, mais ils n'ont pas le droit de se battre contre Bachar. Vous soutenez des groupes qui doivent se battre contre les deux. Est-ce qu'il y a encore une vraie coalition sérieuse et digne de ce nom? Bien sûr que non. Il n'y a jamais eu cette coalition. Cette coalition était dans la presse seulement et dans les dépêches de presse de la Maison-Blanche. C'est juste... ça n'a jamais marché. C'est juste cosmétique. Mais bien sûr. Cette guerre contre Daesh, avec toutes ses alliances contradictoires, est pleine de surprises. Et en voici une dernière pour la route. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'ancien ambassadeur américain Robert Ford estime lui aussi que pour combattre Daesh, les meilleurs partenaires des États-Unis sont aujourd'hui les combattants salafistes d'Ahrar el-Sham, les ennemis jurés d'hier.
Je n'aime pas la vision d'Ahrar al-Sham pour la Syrie. Je ne suis pas en faveur d'un État islamique en Syrie, mais je suis américain, je ne suis pas syrien. Mais je pense que nous devrions dialoguer avec Ahrar al-Sham pour les emmener dans un processus politique. On aura besoin de leur soutien et pour être tout à fait honnête, on aura aussi besoin de leurs combattants pour combattre Daesh. C'est pour moi un petit peu surprenant quand même d'entendre un ambassadeur américain appeler au dialogue avec Ahrar al-Sham, qui est un groupe qui a été créé par un ancien d'Al-Qaïda. Écoutez, il n'y a pas de réponse parfaite. Si vous cherchez vraiment une réponse parfaite sur le sujet syrien, je ne peux pas vous en donner. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que plus la guerre en Syrie durera, plus il y aura d'attaques comme celle survenue à Paris. Et c'est précisément parce que les Américains ont fait ce que vous suggérez, attendre la réponse parfaite, que nous avons eu non pas la meilleure, mais la pire des solutions. Let me ask a follow-up on that, Madam Secretary. We are then looking for this force to defeat ISIS, then defeat Assad, then defeat al-Nusra, then defeat other al-Qaeda affiliates, keep at bay the Shiite militias and Hezbollah, take control of Damascus and establish a pluralistic democracy in Syria. Isn't that kind of a tall order? Well, certainly described like that. And that's why I focused on ISIS. I mean, because I think right now we have one overriding goal. Avec Daesh pour seule cible dans le viseur, les États-Unis et leur coalition sont loin d'assécher un bourbier toujours plus profond. 5 ans après le début d'une révolution avortée, on compte déjà plus de 300 000 morts en Syrie et environ 6,5 millions de personnes déplacées. À n'en pas douter, le principal responsable de ce massacre, Bachar al-Assad, est le premier à tirer profit d'une coalition contre Daesh plus que jamais désunie.